Deuxième heure de Liberté sur Parole qui commence avec un tout petit peu de retard. Mais ils sont là, ils sont venus. Mourad Lafitte, bonjour. Laurence Garcia, bonjour. Bonjour. Alors, tous les deux, surtout Mourad, là, pour le coup, c'était ce film, c'est surtout vous qui l'avez fait, mais Laurence est au générique, donc elle a toute sa place autour de cette table. Le film s'appelle Goudiard, la mort en bout de chaîne. Alors, il se trouve que les Goudiards sont tout à fait dans l'actualité, puisqu'ils ont été les responsables syndicaux, en tout cas 8 d'entre eux, ont été condamnés à 9 mois de prison ferme, ce qui ne s'était jamais vu en France depuis les années 30 pour des syndicalistes. Donc il y a une vive répression qui correspond à une petite ambiance et qui correspond aussi, on le voit avec votre film, peut-être à quelques injonctions d'une très très grande entreprise qui voudrait ne pas être poursuivie pour d'autres faits, en l'occurrence des faits d'empoisonnement, on peut le dire comme ça, pour être très clair, puisque avec ce film, alors que vous suiviez le mouvement social de cette entreprise qui était en voie de fermeture, délocalisation, licenciement, etc., licenciement des personnels, eh bien, vous êtes tombé sur un rapport plutôt compromettant pour la direction de l'entreprise, Mourad. Oui, tout à fait. Donc au départ, le tournage, il commence en 2006. C'est un film sur un conflit social dont on sent qu'il va perdurer. Les ouvriers refusent de passer au 4-8. Il s'agit de cadence donc de travail. Jusqu'à 2009 à peu près, on m'indique énormément d'accidents du travail. Je visite cette usine qui est dans un état lamentable, aucun investissement est fait. On est au 19e siècle. Et il y a un rapport qui est commandé par le CHSCT qui démontre qu'il y a un manque d'informations concernant certaines fiches techniques. Donc les ouvriers sont exposés à certains produits qui donne le cancer. Et hasard du calendrier, au même moment, il y a la revue Que Choisir qui publie une étude là-dessus qui corrobore un petit peu tout à fait, je dirais, les risques. Alors on va entendre tout de suite un extrait du film. C'est une responsable du CHSCT, je crois, vous me direz son nom après, ou même peut-être maintenant vous l'avez en tête. Cette femme donc qui décrit un petit peu comment ils en sont arrivés à commander ce rapport qui a été mené et qui effectivement est accablant pour l'entreprise. On a découvert dans une revue qui s'appelle Que Choisir qu'il y avait un classement sur le taux de HAP au niveau des pneumatiques et on s'est aperçu que Goodyear avait le taux de HAP le plus élevé comparé aux autres pneumaticiens. Donc on a demandé une expertise à la direction, une expertise qui a mis du temps à se mettre en place parce que la direction a freiné des cas de fer pour la mettre en place. Et cette expertise a eu lieu et le rapport est accablant pour la direction. Alors donc le rapport qui a été entériné par le CHSCT a fait l'objet d'une réunion exceptionnelle dans laquelle il y avait et l'inspection du travail, les membres du CHSCT et la direction. À aucun moment dans le dialogue, la direction remet en question d'abord déjà le rapport de l'expert. Et ça c'est quand même important de souligner, ça veut dire que non seulement elle a lu, mais en plus aujourd'hui elle ne peut pas aller contre ce rapport. Depuis le décret de 2001, l'employeur a une obligation de fournir aux salariés exposés aux produits dangereux une fiche d'exposition, ce que Goodyear n'a pas fait. Donc, il y a également la direction qui devrait fournir à la CRAM les fiches d'exposition, en tout cas le nom des produits auxquels les salariés sont exposés, ce que ne fait pas la direction de chez Goodyear, ce qui fait que les salariés, quand ils veulent être reconnus en maladie professionnelle, la CRAM ne peut pas les reconnaître du fait que la direction n'a pas fourni ces fiches. C'est une double peine, quoi. C'est-à-dire que les salariés sont malades et du coup n'ont pas de recours. Performance de Goodyear, performance de Goodyear, performance de Goodyear. Suite à l'expertise qui a démontré que les taux de HAP étaient très élevés et que donc les salariés étaient exposés à des produits dangereux, on a voulu savoir la façon dont Goodyear souhaitait protéger les salariés. Et en fait, on s'est aperçu que ces produits-là, l'entreprise les utilisait depuis longtemps et connaissait le risque, puisqu'ils ont commencé par mettre des bâches autour des presses et sans nous dire pourquoi c'était. Et en fait,
Ils n'ont jamais dit aux salariés que les produits auxquels ils étaient exposés étaient dangereux. Donc c'est ce qui est aussi rageant pour les salariés qui sont malades et pour tous les salariés qui sont en sursis, c'est que la direction savait et n'a pas informé le personnel. Voilà, donc un extrait un peu remonté, hein, vous l'avez remarqué, de votre film, et c'est vrai qu'on comprend bien que là c'est quand même des choses graves. Alors quand vous avez eu en main, vous, Mourad, ce rapport, quelles sont les questions que vous vous êtes posées? Parce que ces fameuses HAP, ces produits, on se dit peut-être c'est l'industrie du pneu qui est obligée d'en utiliser. Alors vous avez un petit peu enquêté aussi pour aller voir dans les autres entreprises, je crois. Tout à fait. Moi, j'ai commencé. Alors, il y avait un conflit qui était pas très loin de Goodyear, à 70 km, qui était le Continental. C'était pas évident du tout. Mais Continental est une usine quand même qui malheureusement a fermé. Où là, il y a eu de l'investissement. Alors, c'était le jour et la nuit. On passait carrément sur un autre type d'usine qui était beaucoup plus propre, mais on avait les mêmes problématiques. J'étais à Clermont-Ferrand chez Michelin. Ah oui, alors chez Michelin, le roi du pneu. Michelin, il y a le même problème. Mais il y a un problème je crois, de censure, d'opacité. Oui, c'est un milieu opaque qui est totalement opaque. Michelin, j'étais chez Bridgestone. J'ai rencontré des anciens de Kléber. Kléber n'existe plus aujourd'hui, mais je veux dire, j'ai vraiment fait le tour de l'industrie du pneu et ça touche plus globalement l'industrie du caoutchouc. Est-ce que on peut peut-être parler d'un scandale qui pourrait être comparable à celui de l'amiante en termes de santé tout à fait, publique? on est sur la même problématique, hein. On est sur la question santé-travail, sur ce manque d'information auquel il y a une obligation depuis 2001 de la part de la part de l'employeur. Et le drame, c'est que moi, quand j'ai pu faire ce film, c'était beaucoup plus facile. Alors il y a pas très longtemps. Hein, c'est il 2013, a été terminé. Ouais. Non, mais le film a été terminé, celui-là, en 2009. D'accord. 2009-2010. J'avais moins de difficultés à le faire. Aujourd'hui, avec l'arsenal juridique et la réforme qu'il y a concernant les lanceurs d'alerte et tout, aujourd'hui, on va en prison si on fait ce type de film. D'accord. Ah, je pensais qu'on les protégeait, moi, les lanceurs d'alerte. Non, aujourd'hui, ils sont beaucoup moins protégés. Il faut. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire ce type de film. Mais alors, on voit tout de suite l'écueil dans lequel les employés se trouvent, parce que vu qu'il y a un défaut d'information, ils ne peuvent pas prouver que leur maladie, leur pathologie est liée, ou leur décès, pour les familles, ça vous le montrez dans le film, est lié au travail. Donc, pas de preuve, pas d'accusation. Et il y a encore un autre problème, c'est que tant qu'un ouvrier est en bonne santé et qu'il est sur son poste de travail, il a un lien avec le comité d'entreprise, avec le CHSCT, avec son syndicat s'il est syndiqué, et même s'il n'est pas syndiqué, il peut toujours s'informer auprès des différentes composantes syndicales. À partir du moment où on est malade, on sort du circuit quand on est en longue maladie, donc on n'est plus en contact avec ses collègues. Alors d'une part, il y a cette épée de Damoclès qui est la maladie, il faut lutter contre la maladie, mais il est très dur de se rapprocher donc de ses collègues et d'avoir de l'information. Et donc c'est pour ça que les actions collectives sont pas évidentes du tout à monter, parce que les ouvriers sont décimés un petit peu partout dans la nature. Oui, puis les actions collectives, c'est quelque chose de très récent et c'est valable surtout aux États-Unis en tout cas. Alors il y en a une là qui est menée depuis 4 ans maintenant. Il y a un collectif qui a été créé autour des salariés de Goodyear, des familles, des ayants droit, des enfants donc dont les parents sont décédés, qui sont en train de mener une une action collective aux États-Unis, puisque le siège est aux États-Unis. Et alors, quand vous avez-vous tenté de rencontrer ces employés, ces ouvriers qui étaient sur les chaînes et qui étaient à des postes, vous le montrez, extrêmement dangereux et exposés, hein, on les sent à la fois ils ont envie de réagir, de dire oui, mais on les sent vulnérables quand même, et on les sent c'est des gens qui ont été habitués à travailler dur, et pour eux on sent que c'était un peu normal, et puis on sent aussi, même si c'est pas dit directement, qu'ils ont été peut-être un petit peu culpabilisés, et ils ont du mal à sortir que c'est qu'il faut qu'ils se battent, que c'est pas de leur responsabilité. Il y a un passage particulièrement touchant où ces deux jeunes femmes qui parlent de leur papa décédé, et c'est dans des petites notes qu'il écrivait: est-ce qu'on a une vie normale?
Donc ces gens-là, pour eux, c'était pas une évidence qu'ils avaient pas une vie normale. Et ça, ces mots-là dans le film, ils touchent particulièrement. On est dans une région, alors qui malheureusement depuis les Saint-Frères, donc depuis un peu plus de 3 décennies, 4 décennies maintenant, qui est désindustrialisée, mais il faut reconnaître que c'était une région qui était très très dure. Ouais. Le surnom était les bêtes de Somme. Ouais. Donc c'est une région où les gens travaillaient. Moi, le monde ouvrier que j'ai côtoyé était quelqu'un qui était fier d'appartenir à cette classe ouvrière. Ouais. Mais fier d'avoir du travail. Fier d'avoir du travail. Et ça, on le ressent encore dans le film. Et d'ailleurs, même les gens qui ont été malades, même ceux qui sont morts, quand ils sont morts, ils pensaient encore retourner au travail. Pour eux, leur vie, c'était le travail. Tout à fait. Et ça aussi, c'est particulièrement touchant, alors qu'on sait avoir votre film et avoir les rapports, etc., qui vont à la mort tous les matins. Mais néanmoins, c'est leur vie, ils ont cette ferveur-là qui est particulièrement touchante et qui rend ce qu'ils ont vécu d'autant plus injuste. Tout à fait. Et puis quand on étudie quand même ce système, alors il y a des mots aujourd'hui, moi je suis attaché à la sémantique, on parle de mondialisation, mais moi derrière mondialisation, il y a un système capitaliste, il faut pas avoir peur d'appeler un chat. De voir qu'en France, il y a des normes qu'on n'hésite pas à sacrifier 1200, 1300 employés, fermer une usine pour aller faire les saloperies en Asie du Sud-Est parce que c'est moins cher, donc on va l'empoisonner des Chinois, et puis quand les Chinois vont se réveiller, on trouvera toujours de toute façon des gens empoisonnés moins cher. Qui accueillera justement ces ouvriers. Et ça c'est vraiment, je crois que c'est un drame de ce qu'on appelle la mondialisation. Si vous voulez bien, on va revenir avec un extrait du film. Vous avez rencontré un professeur de médecine qui précise bien quels sont les produits en cause et quels sont justement les risques. On l'écoute. Les HAP, ce qu'il faut savoir, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont produits, ces substances sont produites à la suite de combustion incomplète de matières organiques. Alors, où va-t-on les retrouver dans l'industrie ? Dans l'industrie où on utilise des produits, je prendrai comme exemple, par exemple, l'industrie du caoutchouc, ou dans le process de fabrication de pneumatiques, on va utiliser des huiles et du noir de carbone qui, eux, vont libérer des hydrocarbures aromatiques polycycliques, donnant des éléments préoccupants. Et l'un d'eux est très préoccupant pour la santé humaine, c'est le benzoapyrène, puisqu'il a été déclaré comme cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer. Et les premiers cas ont été décelés au XIXe siècle, puisque à l'époque, des scientifiques se sont intéressés aux pathologies présentées par des ramoneurs qui, sans protection particulière, s'exposaient aux HAP, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, et développaient malheureusement des cancers du scrotum. Par contre, dans notre étude amiénoise, nous avions travaillé sur la mise en évidence chez des sujets exposés au HAP, à la mise en évidence d'adduits à l'ADN, c'est-à-dire ces composés d'addition qui viennent se fixer au niveau de la molécule d'ADN et qui risquent de provoquer des mutations et un cancer chez l'homme exposé toute sa vie à ce type de substance. Voilà, donc les choses sont claires. Vous êtes retourné de voir ce professeur, j'ai oublié son nom. Oui, alors il y a une caution scientifique dans la mesure où ce professeur, non seulement il est spécialiste de ces produits dans la mesure où il a publié une thèse dans les années 80, son doctorat il l'a fait là-dessus, il est expert auprès des tribunaux. Oui. Et c'est quelqu'un qui a fait des travaux remarquables sur cette question, qui sont, je veux dire, qu'on peut pas remettre. Oui, non, ça, de toute façon, il n'y a pas à remettre en question, puisque même ce qui était dit tout à l'heure, je crois que c'était Michael Waman qu'on entendait dans l'extrait, qui disait que lors d'une réunion après la publication du rapport, l'entreprise, pour le coup, n'a pas remis en cause les conclusions de ce rapport. Donc, c'est bien la preuve que il n'y a pas à les remettre en cause. Si même ceux qui les accusés ne le remettent pas en cause, c'est que c'est absolument indubitable et que une autre étude montrerait la même chose. Simplement, entre-temps, l'usine a été fermée. Donc, c'est ça aussi, peut-être qu'on a voulu enfouir sous une chape de plomb tous ces produits toxiques, toute cette vétusté. Il y a cette volonté-là, vous pensez, vous ? C'est possible, pour moi, rien n'est exclu. Quand j'ai visité, je suis rentré 2 fois dans cette usine. J'ai également fait introduire, donc, à plusieurs reprises des caméras. J'ai revisionné, donc, mes rushs.
J'ai recoupé des témoignages à travers... Alors, parce qu'il y a deux usines, il faut aussi comprendre. Il y a Goodyear et il y a Dunlop. Alors, elles sont situées, ces deux usines, à 300 mètres l'une de l'autre. Elles font partie du même groupe, c'est Goodyear Tire France. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand même étonnant, quoi. Plus de 40 ans, il n'y a pas d'investissement qui est fait. On se pose quand même des questions sur une volonté de fermer un site. Hein. Il n'y a quasiment pas un euro qui a été mis dans cette usine. Ça se voit d'ailleurs à l'image. Hein. Ça, c'est clair que c'est vraiment des conditions de travail qu'on n'imagine pas quand on travaille dans un bureau. Après, oui. Et puis, de toute façon, on est dans un système depuis quelques années avec les délocalisations, ce que je disais tout à l'heure. Oui. Hein, on n'a pas peur de sacrifier. Alors, quand je disais 1200, on met 1200, 1300 personnes sur le carreau. Mais il faut savoir que pour un emploi, vous avez 2 ou 3 emplois induits. Ce qui fait que quand on ferme ce type d'usine où on met 1300 personnes sur le carreau, en réalité, on est à 5-6 000. L'incidence que ça a ensuite sur les commerces, et c'est vraiment des drames. C'est des maisons qui sont vendues, c'est des couples qui divorcent. Mais derrière, il y a tout un cataclysme. Oui, c'est des suicides. Tout à fait. Il y en a eu. Hein. Mais c'est terrible. Je veux dire, c'est des suicides, c'est des pathologies comme l'alcoolisme, etc. qui se développent. C'est du désespoir, en fait. C'est du désespoir qu'on sème, mais de manière en plus très insidieuse. Parce que bon, là, pour revenir un petit peu sur la fermeture de l'usine, ça a été fait d'une manière très perverse. Bien sûr. C'est-à-dire que voilà, on a laissé les gars sans travail. En étant obligé de venir à l'intérieur de l'usine, on les a laissés dans une incertitude et un désœuvrement. Bon, on sait bien que ça peut créer des conditions terribles. Ça. Il y avait une manière, c'était qu'ils ont délocalisé une partie de la production pendant un moment. Ouais. Ce qui faisait qu'il est très facile après, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Hein. Oui, Donc, oui. il suffit de délocaliser une partie de la production. Ça fait chuter le taux de production et ensuite, vous voyez, ils sont pas rentables. Ils produisent tant de pneus alors qu'à tel endroit, puis on est parti du conflit des 4-8 et puis il y a eu énormément de procédures judiciaires, mais c'était un combat. Alors le conflit des 4-8, peut-être en dire un mot. C'est quoi ces 4-8 ? Parce que les 3-8 on connaît. Alors les 3-8 c'est du lundi au vendredi. Vous faites donc c'est 6h du matin, 14h, 14h22, 22h, 6h du matin. Ouais. Quand on vous passe en 4-8, ça modifie complètement. On reste sur des journées de 8 heures. La différence, c'est que les week-ends sont inclus et vous êtes en horaire décalé. C'est-à-dire que pendant 2 jours, vous faites 6h, 14h. Les 2 jours suivants, vous faites 14, 22. Et ensuite, vous avez, par exemple, une journée en nuit. Et ça change, ça modifie complètement les rythmes. 1 jour et demi de repos, voire 2 jours. Et ensuite, vous reprenez sur un autre rythme. Et donc, ça vous décale complètement. C'est affreux. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repos possible. Il y a une incidence sur la vie de famille, il y a une incidence sur les rythmes de sommeil. Un être humain, il est... Bah oui. Alors, vous avez des gens qui acceptent de travailler de nuit, qui sont programmés, enfin qui se... Voilà, mais quand c'est tout le temps, c'est tout le temps. C'est pas pareil. On a l'habitude de dormir la journée. Ceux qui font l'après-midi sont ceux qui ont... Vous voyez, on a déjà des rythmes. Mais à partir du moment où on modifie complètement ces rythmes, c'est-à-dire, vous faites aujourd'hui, vous êtes du matin, les 2 jours suivants, vous êtes de l'après-midi, ensuite vous passez en nuit. C'est affreux pour l'organisme. Puis l'incidence que ça a sur la vie de famille. Ouais. Non, ça c'est... voilà, qu'on impose ça. Donc ça, ils l'ont refusé. Ouais. L'usine d'à côté l'a accepté, alors avec... Dunlop, on va en parler dans quelques temps, hein, puisque un des directeurs de Goodyear vient d'être recasé chez Dunlop, donc il est là pour faire le sale boulot, et il va falloir s'attendre à ce que cette usine la ferme également. Dunlop a accepté les 4-8, mais dans des conditions terribles. Alors il n'y a pas eu d'étude ou de rapport qui a été fait, mais d'après les remontées de certains syndicats, ça a été catastrophique d'accepter les 4-8 à Dunlop. D'accord. Il n'y a pas eu de licenciement là. Alors il n'y a pas, effectivement, il y a pas de licenciement pour l'instant. Il n'est pas exclu que l'usine ferme, hein, de toute façon. Maintenant, cela étant dit, il y a une incidence sur la vie des salariés, sur la santé. Ouais. Et ça qui est encore plus difficile à prouver que l'exposition à des produits. Oui, Laurence. Oui, moi je voulais revenir un peu sur la dimension, ce cynisme en fait, de ces grands groupes, de ces grandes multinationales, parce que je rebondis sur une de vos questions tout à l'heure, sur une de vos remarques sur le fait que les ouvriers témoignent dans ce film de la fierté au départ, hein, de ce qu'ils font malgré la difficulté, malgré le fait que c'est très dur, et on s'aperçoit mis bout à bout que finalement une entreprise ou un groupe qui ne veut pas d'une part informer ses salariés sur la dangerosité des produits qu'ils emploient
et qui dans le même temps va organiser finalement la fermeture d'une usine, tout en organisant dans une usine jumelle à 300 mètres de là une réorganisation du travail, et donc qui va aussi opposer les ouvriers d'une usine aux ouvriers d'une autre, et on voit bien un petit peu tout ce cheminement qui va amener et qui amène forcément à un moment donné à des tensions telles que, en effet, ça craque et on a envie d'avoir un interlocuteur, donc en l'occurrence par exemple un directeur des ressources humaines, pour comprendre. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe puisqu'ils sont condamnés à de la prison ferme. Mais et tout ce cheminement, sachant que ces gens-là qui ont été eux-mêmes entre gros guillemets séquestrés, c'est-à-dire qui ont été retenus pendant quelques heures en étant relativement libres de leur mouvement, ces gens-là ont retiré leur plainte. Ont retiré leur plainte, et on revient aussi sur le fait que ces ouvriers qui sont maintenant condamnés, qui pour certains sont aussi, c'est-à-dire que certains sont malades. Certains de leurs camarades sont déjà décédés, ils ont perdu leur emploi, et maintenant on les envoie en prison. Donc je veux dire, je réagis simplement, on entendait le professeur Arnoux tout à l'heure, qui parlait des premiers cas, il parlait du 19e siècle. Mais oui. Et bien finalement, on est en train de s'interroger sur le fait, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir au 19e siècle, à travers cet exemple-là, mais à travers tas d'autres exemples. Tant au niveau des conditions de travail que surtout du mépris de la classe ouvrière. Absolument. On va écouter un autre extrait du film, on y replonge. Notamment dans l'atelier, sont très difficiles. La première fois que j'ai visité l'atelier, quand j'ai été désignée membre du CHSCT, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un livre de Zola, d'être dans Germinal. Les équipements sont pas entretenus, les équipes de maintenance sont pas suffisantes, donc de ce fait-là, il y a des accidents de travail très régulièrement. Il y a en moyenne un accident par jour, avec des accidents graves, voire très graves. Premièrement, insalubre, dangereux. Je parle du Banbury, moi. Parce que les Banbury, c'est là où j'ai fait, disons, 20 ans sûr, toujours là-bas. Il fallait regarder avec une pile s'il y avait une fuite d'eau, s'il y avait ceci. Mais la machine, pendant ce temps-là, elle fonctionne. C'est-à-dire que quand la porte de déchargement s'ouvre, c'est un nuage de poussière, de vapeur que vous attrapez dans la gueule. Si vous voulez regarder, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Donc ça, c'était terrible. Ensuite, question travail, c'est bien, mais on n'avait pas toujours les bonnes conditions pour pouvoir travailler normalement. La position on n'était pas bien, donc c'est pour ça que c'était pénible. On n'avait pas les moyens pour pouvoir travailler correctement, donc on prenait on montait sur une palette, on mettait l'échelle, on essayait à tout prix de pouvoir se démerder, oui voilà, c'est le mot juste, ça. C'est se démerder, voilà, c'est tout. Et ça c'était pénible, très 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 pénible. Au niveau des conditions de travail, on sait très bien que chez Goodyear, ça a toujours été très difficile. Déjà au niveau travail, au niveau de tout ce qui est vétusté, la vétusté des équipements, c'est vieillissant. Déjà quand moi je suis arrivé, c'était déjà vieux, alors aujourd'hui c'est encore plus vieux. Au niveau des cadences, c'était des cadences infernales. Après, chaque entreprise a ses conditions de travail, mais chez Goodyear, c'est vrai que les conditions de travail sont très difficiles. Au niveau vétusté aussi de tout ce qui est bâtiment, déjà quand il pleut, il pleut dans l'entreprise, ce qui n'est pas normal. Au niveau de la saleté, c'est très sale. Et après les conditions de travail, c'est pour tout le monde, sachant que pour l'ouvrier, pour le chef a mauvaise conditions de travail, la hiérarchie qui pousse pour pousser, et donc nous les pousser, tout le monde est poussé en fait chez Goodyear. Performance de Goodyear, performance de Goodyear, performance de Goodyear. Il y a une constance chez Goodyear, la médiocrité. Très mauvais. 220 accidents du travail en 2009, 210 en 2010, autant en 2011. Au début, il y en avait, mais c'est après, quand ça allait plus vite, tout ça, c'est là qu'il y a eu plus d'accidents. Ouais. Augmentation de cadence, accident. On se demande si la direction ne joue pas le pourrissement, parce que
rien n'est fait pour qu'il y ait du personnel supplémentaire en maintenance, ni d'investissement sur les équipements et sur la remise en état des équipements. Voilà, c'est à nous. On parle toujours donc de ce film, La mort en bout de chaîne, Goudiard, La mort en bout de chaîne, donc un film de Mourad Lafitte, auquel a participé Laurence Garcnia, qui est avec nous aussi, puisque vous travaillez ensemble en fait. Absolument. Depuis bien longtemps déjà, enfin bien des films déjà, puisque c'est pas le premier celui-là, ni le dernier. Donc là, on évoquait les conditions de travail. Voilà, les employés, les ouvriers disaient, surtout les ouvriers d'ailleurs, qui travaillaient dans des conditions terribles, témoignaient du fait qu'il fallait toujours se débrouiller. Et puis, c'était compensé malgré tout par des fiches de paye pas si mauvaises qu'ailleurs. C'est ça le problème, c'est qu'on les achetait quelque part, on achetait leur santé. Les salaires par rapport à l'usine Saint-Frère qui est... Alors c'était le paternalisme fin 19e, début 20e. Ouais. Alors, pseudo-paternalisme, parce que j'aime pas le mot paternalisme. Ils étaient payés un petit peu plus. Donc il y avait toujours cette manière de... Ouais, de leur faire avaler des conditions inacceptables en fait. Tout à fait. Ouais. Et ces conditions-là, on l'a entendu. Il y a même eu un rapport d'une députée, je crois, Barbara Romagnan, qui a alerté quand elle a visité l'usine, elle ne revenait pas de voir des choses comme ça, et elle a alerté et il ne s'est rien passé. Alors c'était Barbara Pompili. Pardon. D'ailleurs, on avait fait une projection de ce film à l'Assemblée nationale avec les lanceurs d'alerte. C'était très intéressant. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a rien eu derrière. Et alors pas elle particulièrement parce que c'est quelqu'un que j'aime bien honnêtement. Moi qui a joué le jeu, on avait fait une super projection avec les ouvriers étaient venus à l'Assemblée symboliquement, trentaine d'ouvriers, le jour du vote du mariage pour tous, de voir tous ces cathos qui étaient en train de prier dans la rue, qui étaient bien plus préoccupés par la libido de leurs voisins, je dirais que par leurs conditions de vie. Et c'était quelque part une fierté de voir le monde ouvrier arriver à l'Assemblée nationale. Et on avait fait une projection de débat avec des députés. C'était assez intéressant. Mais pas pour autant, moi, que je dédouane le monde politique parce qu'il a une lourde part de responsabilité. On a des cas qui pourraient faire, je dirais, jurisprudence continentale. Continental, c'est scandaleux. On demande à des ouvriers de se sacrifier, de faire beaucoup plus d'heures pour sauver leur emploi. 2 ans plus tard, on ferme la boîte. Ouais. La boîte n'a jamais réalisé autant de bénéfices. Un plan social hors norme, je crois que c'est 50 000 € par ouvrier. Et malgré ce plan social, la boîte, elle gagne encore du fric. 6 condamnations, donc prud'homme, ils sont passés donc 6 fois au prud'homme, ils obtiennent à chaque fois gain de cause, avec des réintégrations. Enfin, c'est scandaleux. Et les politiques qui se plient, qui se couchent littéralement, qui s'aplatissent devant ces multinationales, c'est simplement. Oui, parce on le sait, on a vu des échanges de courriers qui ont fuité dans la presse. Ces grands patrons discutent d'égal à égal, même avec une certaine supériorité face aux ministres et face aux chefs d'État. Moi, j'en ai rencontré beaucoup au cours de ce tournage. J'avais échangé brièvement avec François Hollande quand il était candidat. Arnaud Montebourg est venu 2 fois. Bon, il n'était pas encore ministre, mais Montebourg avait proposé des lois assez intéressantes, justement, sur ces... Mais derrière, on voit bien le poids d'un ministre. Il ne pèse que dalle. Ouais. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai que voilà, on a l'impression que toutes les lois qu'ils votent sont dictées justement pour rendre juste les conditions plus faciles de licenciement et tout ça. Ils ne sont là que, en fait, c'est les employés de ces grands patrons et ils leur font des conditions législatives qui leur sied. Et ce qui manque, c'est un État interventionniste. Alors beaucoup vous diront, le problème, c'est que je crois qu'on a perdu aujourd'hui la bataille des idées et qu'aujourd'hui, écoutez, ce sont les libéraux qui ont pratiquement... Oui, mais bon, moi, ce qui me rassure un peu, c'est que les ouvriers sont toujours les plus nombreux. Oui, non. On les appelle plus ouvriers. On a même essayé d'effacer le mot, mais néanmoins, voilà, il y a le rapport de force. Même si la finance est concentrée dans peu de mains, le rapport de force en termes de nombre, il est toujours du côté des gens qui travaillent et des gens qui souffrent. Je crois que ça, c'est un rappel très très important que vous venez de faire, Eugénie, parce que on parle de champ lexical, on parle de sémantique, et c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui, en France et en Europe au moins, la partie nord, la partie riche, qu'il n'y a plus d'ouvriers parce qu'on a gommé, on a effacé ce terme-là.
en le modifiant. Maintenant, ce sont des collaborateurs, ce sont des... Bon, voilà, on leur a trouvé... La réalité, elle est tout autre, effectivement. Le monde ouvrier est bel et bien présent. Il se bat encore, il est lourdement condamné à chaque fois, souvent, en tout cas trop souvent. Et c'est vrai que on les met aussi dans des conditions, vous le rappeliez, quand on entend dans l'extrait les anciens ouvriers de Goodyear qui disaient mais à l'époque on était quand même bien payé par rapport aux autres entreprises du secteur, mais ça veut dire que déjà on mettait des conditions qui faisaient que c'était mieux là qu'ailleurs, même si le prix d'une vie, comment la déterminer, quoi, ça s'appelle diviser pour régner. Absolument. Aussi. C'est-à-dire que voilà, il n'y a plus un prix unique du travail. Je dis bien prix et pas coût. Une valeur. Une valeur, voilà. Mais on essaye de diviser comme ça. Bon on achète plus ou moins le silence des gens parce que c'est ça, c'est leur silence qu'on essayait d'acheter et qu'on essaye maintenant d'imposer. Parce que bien sûr, voilà. Mais néanmoins, ils se battent, ces gens que vous avez rencontrés. Tout le monde, mais bien sûr, les luttes, elles sont quotidiennes, aussi bien dans ces grands groupes que dans des PME. Il y a effectivement une lutte. Mais moi, je travaille sur le mouvement social depuis des années et je vais pas faire l'histoire du mouvement social. Mais au lendemain de la guerre, la libération, quand on travaille sur la question de la résistance, la question des nationalisations, c'était quelque chose de tout à fait normal. Aujourd'hui, on pourrait même plus parler de nationalisation. Ah oui, ça serait tout de suite, c'est terrible. C'est même plus une utopie. Aujourd'hui, c'est un gros mot. Ouais. On voudrait gommer. Et l'histoire nous montre que c'est toujours le monde ouvrier qui a raison. Je vais prendre un autre exemple. On travaillait avec Madeleine Riffaut, grande résistante, journaliste. Les grèves de mineurs de 48. Bon, Christiane Taubira, avant de partir, a fait un travail remarquable. Enfin, c'est un des points, moi. Oui, absolument. Pour moi, que je salue, c'est que ces mineurs, 70 ans après, obtiennent une réhabilitation. Quand on voit la manière avec laquelle ils ont été traités en 45. Et à chaque fois, le monde ouvrier, des années après, oui, ils avaient raison. On n'aurait pas dû fermer telle société, on n'aurait pas dû les condamner. Et c'est toujours triste. C'est triste, c'est que ça arrive toujours après. Et que le mal est malheureusement fait. Mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que dans le bilan de Taubira, il y aura au moins ça. Il y aura cet honneur rendu. On a travaillé là-dessus avec Laurence il y a 3 ans sur les mineurs de 48 puisqu'on prépare un documentaire sur la résistance des mineurs. Et moi j'ai été effaré parce que je crois que le mot l'indécence, elle prend vraiment toute sa dimension dans ce conflit. On a des résistants qui se battent, à qui on demande un effort au moment où on sort de l'occupation. Ils font cet effort. À un moment, ils se révoltent. On leur tire dessus. On les met en prison. Ils sont... Pendant 70 ans... Alors, il y a eu des vies brisées. Pendant 70 ans, ils vont essayer de se battre pour obtenir gain de cause. Ils gagnent une première fois au tribunal de Versailles. Et c'est Christine Lagarde, l'actuelle directrice du FMI, qui, au nom des charbonnages de France, fait appel. 30 000 euros, il demandait par mineur. Il en restait à l'époque une quinzaine. Mais dans le même temps, l'arbitrage Tapie, elle donnait 461 millions d'euros à Tapie, dont, je crois que ça doit être 30 ou 40 millions d'euros au titre du préjudice moral. Qui a eu dans sa vie 40 millions d'euros au titre du préjudice moral? Je veux dire, quand on voit, c'est indécent, c'est d'une violence. Mais c'est d'une violence et c'est vrai que en même temps, il y a un mot aussi qui nous vient très fréquemment quand on songe, alors que ce soit les salariés de Goodyear, enfin les ouvriers de Goodyear ou les mineurs de 48, c'est le mot solidarité. Parce qu'effectivement, dans ces situations dramatiques, ce sont d'abord les ouvriers qui sont touchés et puis par déclinaison leur famille, leur entourage. Mais on s'aperçoit aussi que ces luttes de longue haleine, 70 ans pour les mineurs de 48, ce sont des luttes qui aboutissent toujours parce que elles sont menées d'abord par les ouvriers et ensuite elles sont soutenues et menées aussi par les familles. Et ce qui est stupéfiant dans le cas des Goodyear, c'est qu'aujourd'hui encore, évidemment là on parle par exemple de ceux qui viennent d'être condamnés, mais il faut savoir que derrière eux, il y a les amis, la famille, et qu'ils souffrent ensemble, mais ils se battent ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que c'est aussi une façon de mobiliser et de créer une masse très très importante. Et là, effectivement, nos politiques sont obligés à un moment donné ou à un autre de l'entendre. Et ben justement, on va entendre la manière dont ils luttent et la manière dont ils gagnent.
aujourd'hui, est-ce que vous savez que dans les pneumatiques Goodyear, il ne doit plus y avoir de HAP CMR? Décret européen de 2010. Or, dans le journal Que Choisir, qui est paru au mois d'avril de cette année, il apparaît très clairement que les pneus importés Goodyear de Chine et d'autres pays hors zone euro contiennent des teneurs de HAP CMR anormalement élevées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on délocalise non pas uniquement pour un coût de travail, mais on délocalise aussi parce que les produits avec lesquels on doit fabriquer des pneus sont des produits nocifs. Soit dit en passant, avant d'annoncer une fermeture d'usine, avant d'annoncer une fermeture d'une activité, il faudrait peut-être qu'Henri Dumortier vous explique comment il compte licencier un seul salarié pour raison économique, parce que depuis 2007, c'est quand même une multinationale, pas un salarié n'a perdu son emploi pour raison économique. Pas un. Autre problème qui a été soulevé en 2007, les HAP CMR. D'ailleurs, retenez bien la date, le 7 septembre, à 8h30 au tribunal d'Amiens, il y aura un rendu de jugement sur les HAP CMR. S'ils sont condamnés, ça nous permettra d'enfoncer le coin et d'aller plus loin. Tout ça fait peur à la direction Goodyear Monde. J'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai pas, il faut qu'ils nous donnent des réponses pour ne pas aller faire la même chose ailleurs. Par un matin d'automne, je retrouve Evelyne, Jean-Claude et les autres salariés devant le tribunal d'Amiens. Une décision doit être rendue. Un compte-rendu de jugement sans appel pour la direction, dont la sanction est la suivante. Les deux directeurs sont condamnés respectivement à s'acquitter de 1 000 € d'amende. Quant à la société Goodyear Tire Dunlop France, elle devra s'acquitter de 50 000 € versés aux deux syndicats. À savoir que sur la plainte qui a été déposée, il y avait 5 chefs d'inculpation. Il n'y en a eu qu'un qui a été retenu, défaut de fiche d'information. Rien que sur cet aspect, ils prennent 50 000 €. Demain, nous, ce qu'on veut, c'est pas 20 000 € pour la CGT, 20 000 € pour une autre organisation syndicale. Ce qu'on veut, c'est que les salariés qui ont été victimes soient reconnus comme victimes et qu'ils soient indemnisés à la hauteur du préjudice qu'ils ont subi. C'est surtout ça qu'on veut et c'est ça qu'on va aller chercher en France, bien évidemment, mais aussi et surtout en Europe et aux États-Unis, comme on a dit. Il y a une action qui va s'engager. On attendait ce premier jugement qui est quand même important pour nous et je le dis clairement, la direction aujourd'hui, elle est condamnée parce qu'elle n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité, conditions de travail des salariés, qu'elle a mis en danger régulièrement face à une situation de travail qui est catastrophique. À savoir quand même qu'à l'heure où on parle, depuis 2007, il n'y a rien qui a été fait. Rien de bien n'a été fait par la direction. Le décret de 2001 n'est toujours pas appliqué. D'ailleurs, on a encore eu une réunion du comité d'hygiène et de sécurité la semaine dernière dans lequel on pointe du doigt encore la direction sur tout ce qui ne va pas. Donc aujourd'hui, premier jugement, première condamnation, ça en pèlera à d'autres et j'invite tous les salariés Goodyear qui vous écoutent ou qui regardent aujourd'hui à venir se mobiliser, à venir nous joindre, à venir s'inscrire à l'association HAP CMR. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour demain faire condamner cette société comme personne n'a jamais été condamné en matière de sécurité travail et santé dans des entreprises. Voilà, c'est assez clair. Donc vous étiez présent lors de ce rendu de jugement et vous avez, on le voit dans le film, parce que il faut quand même voir le film aussi. On peut pas faire qu'entendre des extraits. Ce qui est, si c'était pas si triste, ce serait presque drôle. Vous interviewez aussi l'avocat de l'entreprise, qui est d'un cynisme mais difficile à entendre tellement c'est gros ce qu'il raconte. C'est assez hallucinant. Alors ces arguments, c'est que oui, non, ils n'ont pas été condamnés du tout pour la mise en danger. C'est dérisoire. C'est dérisoire, voilà. C'est ça. Ils balayent ça d'un revers de manche, quoi. Ce qu'il faut voir, c'est dans le mouvement social, nous avons d'un côté des syndicalistes, de l'autre on a une multinationale qui a des avocats, qui a des chargés, qui a des communicants derrière, ouais. Et que tout, il y a une stratégie. Honnêtement, il faut... Parce qu'on sent qu'ils ont des éléments de langage. Des éléments de langage. L'avocat est coaché, lui il est là pour le droit, mais vous avez des gens qui sont là pour défendre l'image. Et on peut aujourd'hui tuer 5 000, 10 000 personnes. On le voit à travers les scandales dans les laboratoires pharmaceutiques, entre autres, où vous avez des gens qui sont payés, des communicants. Il y a vraiment des moyens qui sont mis. Et je reviens moi sur la lutte, parce qu'ils ont lutté, mais... Pourquoi aujourd'hui il faut continuer à les soutenir et pourquoi il faut éviter... Alors, on parle de Goodyear, mais c'est Air France et on peut parler de tous ces syndicalistes qui sont condamnés. Mmh. Est-ce qu'on aurait aujourd'hui, nous sommes en 2016, 80 ans du Front Populaire, moi Blum, pour moi, n'était pas un philanthrope, c'était pas un gauchiste. Mmh. Blum, s'il n'avait pas eu 6 millions de communistes, s'il n'y avait pas 4 millions de cégétistes dans la rue, aurions-nous aujourd'hui des congés payés? Vous voyez, l'histoire du mouvement social et les avancées
se sont toujours faites dans la lutte. lutte. Et Ouais. pas autrement. Non, c'est sûr. C'est sûr que, voilà, on peut pas parler de relations pacifiées entre des classes, parce que classe c'est pas un gros mot non plus, hein, qui ont des intérêts antagonistes. Pour le coup, on est dans la fiction totale, quoi. Mais c'est pourtant ce qu'on voudrait nous faire croire, avec les différents appels à la raison. Oui, et on en revient toujours à cette sémantique, c'est qu'aujourd'hui on parle de partenaires sociaux, alors qu'en réalité, on utilise moins le terme de lutte des classes, ou alors quand on l'utilise, malheureusement, c'est souvent dans des termes inversés, parce qu'il y a une classe dominante qui se bat toujours et qui gagne à l'heure actuelle. Et qui est très solidaire. Hein, et qui est très solidaire aussi. Mais l'histoire montre en effet que ce sont à travers les luttes le XXe siècle, de ce point de vue-là, est quand même un siècle assez extraordinaire, parce que Mourad parlait de 36, qui sera évidemment renforcé ensuite en 45 avec le programme du Conseil national de la résistance, et qui confortera les conquis sociaux de 36. Mais effectivement, il n'y a pas de partenaires sociaux. Ça n'existe pas, ou en tout cas, ça existe d'un côté de la barrière, mais pas de l'autre. Ce qu'il faut quand même aussi rappeler historiquement, c'est que le rapport de force pour le monde ouvrier, il est beaucoup plus fort au lendemain, au sortir de la guerre. Bah oui, parce qu'il y a quand même eu tous les collabos. Parce que d'une part, il y a eu énormément donc de la résistance, elle était principalement ouvrière, et il y avait énormément de collaboration, tous ces gagoulards, toutes ces entreprises aussi qui ont été au service de l'occupant. Oui, là, il fallait quand même faire quelque chose. Voilà, tout à fait. Il y avait un rapport de force qui était différent. Mais ils ont vite repris le dessus, puisque 2 ans après, ils ont fait voler quasiment le programme du CNR en éclats. Oui, non, mais c'est sûr que c'est toujours c'est toujours un rapport de force, justement, mais il faut profiter des occasions historiques. Il faut pas les laisser passer, quoi. C'est un petit peu ça la leçon qu'on doit tirer. Mais là, en l'occurrence, pour en revenir au film et pour en revenir à cette association et cette class action, enfin l'action de groupe qui est lancée, c'en est où aujourd'hui, vous savez? Alors on attend, ils vont partir aux États-Unis prochainement. Laurence devrait partir avec eux. Oui, alors on attend une date, parce qu'effectivement, ce qui se passe, et ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est que le fait d'avoir eu ces condamnations pour ces ouvriers Goodyear risque d'avoir un impact, d'avoir des conséquences graves sur cette class action, puisque tout simplement à partir du moment où ces ouvriers sont condamnés à de la prison ferme, notamment, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés pour se rendre aux États-Unis, avoir les papiers nécessaires, les autorisations. Donc on attend de voir comment les choses vont s'organiser, et du côté de l'appel pour la dernière condamnation et l'organisation de cette class action. Mais on espère effectivement pouvoir partir et les accompagner là-bas. Ouais. Pour suivre, parce qu'effectivement cette histoire de HAP-CMR n'est pas terminée. Ouais. Non plus. Et ça, on en parle peu, hein. On parle beaucoup des peu, condamnations, mais c'est vrai que absolument. Ça, c'est tout à fait lié, en fait. Mais les deux affaires sont liées. C'est complètement lié. Alors, on peut pas non plus affirmer de but en blanc. Non, mais bon, on peut avoir des présomptions et creuser dans ce sens-là. Ouais. Donc voilà, donc on espère 2016 ou 2017, ça, on est en contact permanent, de toute façon, avec les Goodyear, donc et leurs avocats. Donc on attend. Et on espère vraiment pouvoir les accompagner jusqu'au bout de cette démarche-là aussi. Moi, c'est la condamnation que j'arrive toujours pas à comprendre. Dans la mesure où nous y étions, on a passé une quinzaine d'heures à peu près sur cette pseudo-séquestration. Il faut savoir qu'elle était ouverte à la presse. Ils avaient leur téléphone, des plateaux repas. L'inspection du travail est venue 2 fois. Médecins sont venus également, puisqu'ils ont fait des prises de tension pour voir s'ils allaient bien. Et à partir du moment où l'entreprise, les 2 cadres retirent leur plainte, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le parquet, y a-t-il eu des instructions? Est-ce qu'elle venait je comprends pas pourquoi on poursuit. Ouais. Non, c'est sûr que... À mesure où il n'y a pas de partie civile, alors en droit français, bien entendu, à partir du moment où on retire sa plainte, le parquet peut se porter lui... Oui. Mais là, je comprends pas la volonté, vraiment. Enfin, la volonté, oui, je la comprends, mais
Non, là, c'est absolument hallucinant, ouais, c'est sûr c'est complètement fou. Mais à moins que, donc, il y ait justement des gros risques juridiques pour l'entreprise et qu'elle fasse pression, parce que ces dirigeants d'entreprise, ils voient à long terme, hein, donc, c'est pour ça que je dis qu'on peut pas non plus, cracher sur le fait qu'il y a un lien avec, ces problèmes de sanitaires et parce que si ça se trouve, c'est même peut-être, quand on soulève une pierre, on sait pas ce qu'il y a en dessous. Et si ça touche toute l'industrie du caoutchouc, c'est un scandale sanitaire énorme. Pour moi, ils sont au courant. Les politiques sont au courant parce que quand j'ai eu ce rapport entre les mains, je suis allé voir 2 parlementaires. Le premier m'a reçu, j'ai aucune difficulté. C'était le député Maxime Grémetz, qui était à l'époque député de la première circonscription de la Somme. Et qui a fait une lettre d'ailleurs pour Madame Bachelot. Lui-même a fait une lettre à Bachelot. Il m'a donné une copie de cette lettre, donc elle était informée. Je dirais le ministère de la Santé et des Affaires sociales était au courant de ce problème. Il l'a soulevé à l'Assemblée nationale. Ça a été soulevé. Ouais. Je veux dire, ils le savent. Hein. Oui, ils peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Oui, moi je voudrais juste revenir sur un point qui me semble important parce qu'on a toujours le sentiment que les choses sont cloisonnées et que le problème de mon voisin n'est pas mon problème et que bon, c'est très ennuyeux pour ces ouvriers, mais etc., etc. Rappelez une chose toute simple, c'est que dans cette bataille autour de ces maladies, pourquoi aussi ce souci de faire reconnaître toutes ces maladies comme maladies professionnelles ? C'est très simple, c'est qu'on est actuellement dans un contexte où on ne cesse d'entendre que la sécurité sociale n'a plus de sous, le trou de la Sécu, et ça c'est ce qui concerne l'ensemble des citoyens français. Et peut-être ne savent-ils pas que quand tous ces ouvriers pour l'instant, puisqu'on ne reconnaît pas leur cas comme maladie professionnelle ou pas encore, ou pas tous, eh bien c'est sur ce régime général que sont prélevés tous les frais, tout ce qui concerne leur maladie, alors que si effectivement ces cas sont reconnus comme maladie professionnelle, à ce moment-là, on sortira du cas de la Caisse générale pour que ce soit l'entreprise. C'est l'entreprise à ce moment-là qui est en charge d'indemniser les personnes. Et ça, c'est un exemple, les gens n'en ont pas forcément conscience, mais c'est vrai que là aussi, cette question d'ouvrir un petit peu sa conscience sur le fait que on est tous embarqués sur le même bateau et que ces ouvriers-là, comme tant d'autres, parce que là c'est un cas particulier, mais il y en a énormément, on a parlé de l'amiante aussi, etc. Ouais. C'était important. Parce que ça concerne ça concerne tout le monde en fait. Voilà, ça concerne tout le monde parce que d'une part on paye tous la sécu. Exactement. Et on n'a pas à payer et on subit les conséquences, des entreprises parce qu'on les assiste bien assez comme ça. C'est encore des cadeaux qu'on leur fait avec nos propres argent de payer à leur place pour des maladies qu'ils ont déclenchées. Et puis comme disait cette dame qui a perdu son mari dans l'extrait qu'on a entendu du film, elle disait je me battrai jusqu'au bout pour qu'ils aillent pas faire la même chose ailleurs. Donc on sent aussi qu'il elle a plus grand chose à perdre, cette dame, puisqu'elle a perdu son mari. Mais ce qu'elle veut, c'est que voilà, ça se reproduise pas. Et on est tous plus ou moins concernés parce que une fois c'est les pneus, une fois c'est autre chose. L'amiante, ça touchait aussi des gens qui bossent dans des bureaux. Les bobos sont pas exempts de. C'est aussi la preuve parce qu'on a aussi tendance à penser que lorsqu'on délocalise une entreprise, finalement, alors c'est toujours très dur pour les ouvriers de l'entreprise ici en France qui va fermer, mais on a le sentiment qu'en fait ils sont voilà désespérés parce qu'ils perdent leur boulot, mais se contrefichent des conséquences sanitaires, par exemple, que pourraient subir les ouvriers ailleurs, en Chine, Mourad. Et on s'aperçoit maintenant que c'est totalement faux. Et que ces questions-là, si elles sont vraies ici, elles sont vraies ailleurs, et que contrairement à ce qu'on voudrait nous laisser croire, les gens sont les ouvriers français sont très sensibles à ces questions-là. Moi, ce qui m'a aussi posé un gros problème avec ces multinationales, j'ai dû me déplacer à peu près 700-800 fois sur ce conflit, à la fois sur les manifs, et tout en filmant, je prenais aussi beaucoup de photos. Et un jour, je vais faire une photo d'un rassemblement. C'est un rassemblement qui va permettre de définir la stratégie suite à l'annonce d'un deuxième plan social, premier qui avait été invalidé. Nous sommes en 2011, septembre 2011. Je me rends donc, je prends cette photo, je la trie normalement et tout, et j'attends.
En 2012, je reprends cette photo, puis j'étais en train de travailler sur le bilan de la multinationale. Ils avaient réalisé, alors, on le sait après, parce que l'exercice, c'est on a 1 an et quelques de décalage. Hein. Donc en 2012, ils ont publié l'exercice 2011, et la multinationale avait réalisé 43 millions de dollars de bénéfices. Ça va, on va pas pleurer. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que ces boîtes doivent se mettre en conformité. C'est pas des PME qui sont en grande difficulté, c'est des multinationales qui ont des trésors de guerre, qui sont, c'est énorme, c'est des puissances financières, et que la mise en conformité, c'est dérisoire pour des boîtes comme ça. Elles peuvent le faire. Elles sont pas, elles sont pas en grande difficulté, elles sont pas en cessation de paiement. C'est pas le petit atelier du coin où qui a pas de trésorerie. C'est des multinationales. C'est bien de le rappeler. En tout cas, un grand merci d'être venus ce matin, à tous les deux. Et pour ce film, et puis je sais que vous en préparez d'autres, vous l'avez évoqué, notamment celui sur Madeleine Riffaut. Et donc, il y a aussi celui dont on a failli parler sur cette antenne, sur le syndicaliste Krasuki, une jeunesse parisienne, c'est ça, qu'on peut se procurer en DVD sur votre site. Oui, le site d'Images Contemporaines, donc imagescontemporaines.com. Puis il y a les Mutins de Pangée aussi qui distribuent. Voilà, c'est facile à trouver. Vous le trouverez également sur le site des Mutins de la Pangée. Pangée. Et puis sur un site dont le nom m'échappe, documentaire.fr, quelque chose comme ça. Voilà, donc on peut les acheter en DVD, et je crois qu'il y aura une projection du dernier en date sur Krasuki bientôt, non ? Alors, sur Paris, la prochaine projection qui aura lieu, alors c'est pas avec le film Une jeunesse parisienne en résistance, c'est le précédent, c'est les FTP et MOI dans la résistance. Absolument. Dont on était venu parler ici même. Oui. Et cette projection aura lieu à l'auditorium de l'Hôtel de Ville le 18 février. C'est bientôt. Dans le cadre donc des commémorations de l'exécution du groupe Manouchian. Et puis, nous serons pas mal en province pour le film de Krasuki, un film Krasu. Je pense également qu'il y aura d'autres projections sur Paris, mais tout ça, c'est informé évidemment. Toutes ces infos sont sur le site d'Images Contemporaines. Alors Goodyear, il y a un rassemblement le 4 février au Trocadéro. Ouais. Pour dire non à la condamnation des 8 salariés dont 5 syndicalistes. Et il y a des comités qui sont en train de se créer un petit peu partout en France. Et je sais qu'en Seine-Saint-Denis, il va y avoir un collectif qui est en train de se mettre en place autour des Goodyear et d'Air France. À cette occasion, à la Bourse du Travail de Saint-Denis, alors on n'a pas encore la date, mais en mars, il va y avoir la projection du film en entrée gratuite. Une action autour de la criminalisation des syndicats. Voilà. Super. Bon, on redira tout ça ici. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.